Salut, salut, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine et francophone. Je suis là pour partager des histoires de vie réelles et vécues. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Sans plus tarder, nous allons passer au récit du jour juste après le générique. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude Télévision en chaleur. Je suis heureuse de vous retrouver tous branchés et connectés sur ma chaîne YouTube. Yes, yes, yes. La team Kabibi Chaude s'agrandit pas à pas. On va le faire ensemble. Merci à vous tous qui êtes branchés, connectés, qui êtes toujours là, qui participez, qui donnez vos avis, vos points de vue, vos conseils, vos pensées, surtout ceux qui se racontent ici sur la toile. Vous qui encouragez toutes ces personnes qui partagent leur vie, leur intimité, leurs secrets. En tout cas, merci à vous tous qui appelez, qui laissez vos histoires personnelles, vos histoires de vie. Vraiment, c'est ce que nous attendons chez la team Kabibi Chaude. Il y a plein d'histoires qu'on a eues encore, donc on va se régaler, on va les partager, on va commenter. N'hésitez pas à liker, à partager les vidéos autour de vous. C'est le but de la chaîne, qu'on s'agrandisse, qu'on soit encore plusieurs pour qu'on ait plusieurs histoires. Donc, merci pour tout. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maman. En tout cas, je tiens à remercier notre maman, notre grande sœur, notre tata, notre compatriote qui est en Belgique, qui m'a contacté pour partager son histoire, son expérience. En tout cas, dans le respect, sans jugement, parlons à notre maman, commentons, aidons-la. Parce que le but, c'est d'avoir un conseil. Vous savez, les conseils, les commentaires, les versets bibliques que vous écrivez, ça aide. Peut-être pour vous, c'est un commentaire banal, mais il y a peut-être un mot qui réveille. Il y a peut-être une phrase qui fait réfléchir. C'est pour ça, n'hésitez pas de commenter. Parce que si on partage des vidéos qu'il n'y a pas de commentaires et des réactions, ça ne sert à rien qu'on les raconte parce que ça devient comme des contes des fées. En tout cas, notre maman nous a appelés parce qu'elle me dit, j'ai suivi l'histoire de la fille dont on a parlé à Londres, celle qui était restée avec l'enfant de sa petite sœur, de sa copine. Ça lui a fait très mal parce qu'elle a vu que la vie de cet enfant-là s'est répétée. Ça a beaucoup interpellé notre maman. C'est pour ça qu'elle a décidé de s'ouvrir et de partager son histoire. Maman Hortense, merci beaucoup. Notre maman n'est pas âgée, je l'appelle maman par respect parce que nous les Africaines, hein, on aime ça. Voilà, moi je suis maman Kabibi aussi, donc c'est ça. Notre maman n'a que 55 ans, donc c'est une maman, une femme qui est encore active dans la vie, qui vit sa vie, son parcours, qui est en amour, qui est... voilà, donc nous allons partager de son vécu aujourd'hui. Elle me dit, son histoire ne commence pas en Belgique. Notre maman n'est pas née en Belgique, même si elle est belge aujourd'hui. Notre maman est congolaise. Notre sœur est congolaise de Kinshasa, où nous pensons à tous les Kinois que nous embrassons, que nous portons dans nos cœurs, que nous gardons en pensée, en prière. Vous qui traversez des petits nungu hein, à Kinshasa, comme d'habitude, nous sommes habitués. Voilà, donc on est ensemble. Elle nous dit ceci. Kabibi, moi, maman Hortense, je suis née à Kinshasa. Vraiment, je ne suis pas originaire du Congo, de Kinshasa, mais je suis née dans la ville de Kinshasa. Je ne viens pas d'une famille bourgeoise. Je viens d'une famille vraiment qui avait le strict minimum. Donc, notre maman vient d'un quartier chaud, qu'on ne va pas citer ici chez Kabibi Chaude. Elle n'a pas fait d'études. Notre maman n'a pas fait d'études parce qu'elle n'a pas eu cette chance-là. Ses parents ne lui ont pas offert des études quand elle était petite à bas âge. Donc, elle a connu la vie parce que tout le monde apprend à compter, parce que tout le monde connaît l'argent, parce que tout le monde, on t'envoie, tu connais un peu les calculs. En tout cas, dans la vie, il y a beaucoup de gens qui ont appris à se débrouiller comme ça parce qu'il y a l'intelligence naturelle aussi. Elle me dit, Kabibi, j'ai grandi comme ça, en tout cas dans la pauvreté. Mon but, c'était de trouver un mari. Parce que déjà, on m'avait mis ça en tête et parce que c'était comme ma seule issue. Pour moi, pour m'en sortir dans la vie, il fallait que je trouve un bon mari qui allait me... J'ai un peu la voix cassée. Il fallait que je trouve un bon mari qui allait me faire sortir de la galère.
Donc, moi, j'ai grandi avec ces buts-là. J'ai connu les hommes très jeunes, très, très jeunes. Quand on dit les hommes, ce ne sont pas les bons tontons, ce sont les petits garçons de mon quartier. Du genre, moi, j'ai 14 ans, lui, il a 17 ans. Donc, je sors avec lui parce que peut-être, il va me ramener du riz ou il va m'acheter un Fanta. Hein, ou, vous voyez un peu des conneries comme ça. Tellement que tu viens d'une famille pauvre, hein, que tu sais aussi que quand c'est nouvel an, ton petit copain là de 17 ans là va te chercher même 5 euros. Tu vas aller acheter une robe dans la friperie. C'était ce genre de vie que j'avais. J'ai grandi comme ça, comme on dit, au hasard, par la grâce de Dieu. Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu vas toujours grandir. Kabibi, chez nous, nous sommes plusieurs. Tu sais que les familles pauvres, les mamans, les papas, n'ont pas d'autre occupation à part faire des enfants pour qu'ils grandissent dans la pauvreté. Nous sommes vraiment plusieurs. Je ne suis pas l'aîné, mais j'ai beaucoup de frères et sœurs. En tout cas, il y en a même qu'on dit que c'est des sorciers. Tu vois un peu quand vous êtes pauvre. C'est comme ça que moi, j'ai grandi. Dans ma pauvreté, là, Kabibi, je suis venue tomber sur un garçon qui faisait la mécanique. J'ai rencontré ce garçon-là, toujours dans mon quartier. Excusez-moi, il s'est débrouillé. Lui, il arrangeait les taxis. Vous savez, les taxis qui vont en ville et tout ça, lui, vraiment, c'était les gens quado. Il faisait ça, quado, c'est un terme qu'on utilise chez nous au Congo, Kinshasa. Je ne sais pas si ça s'utilise partout, mais ce sont des gens qui sont vraiment debout dans les coins des rues, qui font la mécanique de dépannage. Parfois, quand ils sont dans des bons coins, eux-mêmes, ils mettent des pièges pour que les voitures aient des crevaisons, pour que les voitures aient des problèmes. Comme ça, les clients n'iront pas loin. Ils vont se souvenir que je viens de passer un quado, où il y a un quado devant là. Comme ça, et ils vont réparer les pneus. En tout cas, moi, j'ai su ça quand j'étais à Kina. Je ne savais pas qu'on piégeait les voitures. Bref, c'est comme ça que notre maman, elle évoluait avec ces garçons-là. Ces garçons-là, ils s'est débrouillés comme ça. En tout cas, elle dit qu'Abibi, moi, on ne m'a pas vraiment épousée. On m'a prise chez nous. Genre, on a donné vraiment comme 30 € ou 40 € symboliques qui faisaient genre dot. C'est moi pour que je ne parte pas cadeau. Voilà. Comme mes parents, ils n'avaient pas de moyens. Et ils voyaient que ce garçon quado-là, qui faisait la mécanique, qui était mécanicien, quand il avait des petits 10 €, 20 €, moi j'étais devenue comme le seul enfant qui était capable de ramener au moins 10 € tous les jours à la maison. Donc c'est un garçon qu'on ne voulait même pas compliquer. Mon père avait dit, on ne va pas faire des choses des dots, commencer à appeler les familles. Si on appelle les familles, hein, ils viendront demander des 500 €, 1000 € aux pauvres garçons, ils risquent de fuir, de t'abandonner. Donc qu'il fasse juste un symbole. Un petit genre que je donne quand même un montant symbolique pour prendre votre fille. C'est comme ça que moi, je suis partie au mariage. Je suis partie avec mon fiancé, mon copain, mon mari. Quand on est parti Kabibi, j'avais l'âge de 19 ans, 20 ans par là. Quand je suis arrivée directement, je suis tombée enceinte. J'ai accouché de ma première fille. Je l'ai appelée Hélène. En tout cas, Kabibi, mon copain, là, mon mari, il s'est débrouillé. Nous, on avait notre petite maison. On habitait loin de chez mes parents parce qu'on a voulu vraiment s'isoler pour commencer notre vie. Vraiment, j'avais ma maison, des pièces, c'était joli, c'était propre, les rideaux, toi-même tu connais, en Afrique là-bas, mon bébé, c'était un bon bébé, je lui mettais les poudres vagues, je lui mettais les bébés chics et tout ça, vous-même vous connaissez. En tout cas, j'ai eu un deuxième bébé, après 2 ans. C'était un garçon. Kabibi, mon mari a commencé à évoluer dans sa mécanique. Il est parti tomber sur un garage qui était dans la ville de Kitambo, sur la route de Kitambo. Kitambo, c'est un grand quartier populaire à Kinshasa. Je ne sais pas si le son est bon, je la vois un peu enrouée. Donc, c'est comme ça que mon mari est tombé dans ce garage-là, où il a commencé vraiment à évoluer. Ce garage-là, il y avait plus d'activités que quand il était quado sur la route. Donc, dans ce garage-là, il y avait quand même l'espoir, il y avait des salaires. Ça veut dire que nous, on est devenus stables. À la maison, vraiment, on est devenu stable, que mon niveau budget a augmenté, même que chez nous, je pouvais donner des 50 €. On a commencé à respirer. Mes enfants commençaient à aller à l'école maternelle. Moi, j'ai mis mes enfants déjà à l'école maternelle parce que je tenais à ce que mes enfants aillent à l'école. Parce que moi et lui, on n'a pas vraiment fait d'études. Lui, il a fait un peu de mécanique pour se débrouiller. Il a évolué. Il était vraiment un apprenti à qui on a appris le boulot. Et c'était un garçon malin. C'est pour ça qu'on s'en sortait. Kabibi, on a commencé à élever nos enfants. Dans sa mécanique, là, il est venu tomber sur un monsieur, lui qui faisait le commerce
de Kinshasa, Chikapa. Chikapa, c'est une ville au Congo où il y a beaucoup de commerces. Moi, je n'ai jamais été, je ne connais pas trop, mais c'est une ville où il y a beaucoup d'activités commerciales. Les gens font vraiment le fret entre Kinshasa et Chikapa. Je crois qu'ils ramènent un peu tout. C'est une ville, je crois, on ne fabrique rien. Tout doit venir de la capitale, mais ça doit être une ville frontalière où vraiment il y a des activités. Il y a beaucoup d'argent là-bas. Apparemment, les gens se retrouvent là-bas parce que la vie coûte 2 ou 3 fois le prix de Kinshasa, qui est la capitale du Congo. Donc, ce monsieur-là, le chef-là, il s'appelait Papa Charles. En tout cas, on l'appelait Papa Charles parce que par rapport à mon mari, en tout cas, il y avait une différence de moins 15 ans. C'était vraiment un patron par rapport à mon mari. Donc, ce papa-là, il avait beaucoup d'argent. Il avait des camions. C'était un papa qui habitait dans un bon quartier bourgeois qui s'appelle Mongafula. Pour les Quinois, ils connaissent Mongafula. C'est un quartier de collines. Hein. C'est des collines là-bas. Vraiment, c'est très joli. Il fait beau. Il y a un bel air frais là-bas. En tout cas, ce papa-là, il avait une villa où il habitait là-bas avec sa femme et ses multiples enfants. Parce que c'est un monsieur qui avait des enfants par-ci, par-là, qui ramenait chez lui à la maison. Sa femme ne disait rien. Elle avait une villa. Kabibi, il a commencé à travailler pour Papa Charles. Papa Charles lui a dit, tu es un très bon mécanicien. J'aime beaucoup tes services. Au lieu que tu restes au garage là. Prenons qu'au garage, mon mari touchait peut-être 700 €. Et que, en dehors de 700 €, vous savez, les mécaniciens, ils ont toujours des petits business à côté. Dimanche, il ira réparer une Mercedes là à domicile. Demain, un autre camion, patati patata. Il arrivait à racoler peut-être avec des petits business. À la fin du mois, on pouvait arriver à 1000 €, 1100, 1200 €. Donc, le papa Charles là lui propose, il dit, écoute, moi, la route de Chikapa là, ce sont mes camions personnels. Toi, je vois que tu es très fort dans ce domaine-là. Je préfère t'embaucher pour moi. Parce que la route qui fait Kinshasa-Chikapa n'est pas très bonne, surtout quand il pleut. Parfois, les camions partent, normalement, ils doivent faire peut-être 3 jours, mais quand il pleut avec les boues et tout ça, les embourbements, ils peuvent faire 1 semaine à 10 jours pour arriver à Chikapa. Le temps qu'ils commencent à vendre et qu'ils retournent, ça peut partir en tout cas 2 semaines, 3 semaines, ça dépend de l'état de la route. Donc, il arrive très très souvent que les camions tombent en panne. Donc, quand ils tombent en panne là, il faut maintenant trouver des mécaniciens. Mais tu connais, les mécaniciens racoleurs là des petits villages, c'est trop bricolage. Donc, moi, je préfère prendre mon bon mécanicien comme toi que je connais. Tu vas commencer à voyager avec mes camions. Tu reviens avec, quels que soient les camions. En tout cas, je sais que toi, tu es là. S'il y a un camion qui est en panne à Chikapa, on t'envoie la moto, tu continues, tu pars, tu les répares. Tu deviens mon mécanicien perso. Kabibi, genre, le papa là lui a dit, je vais te payer 1200. Au lieu d'avoir les 700, plus l'argent qui va racoler à gauche, à droite, là, il lui dit, cash, je vais te donner, prenons 1200. Mais nous tous, on sait, ce sont des camions. Quand tu voyages avec les camions du boss, toi aussi, tu as un petit colis à toi que tu peux prendre, tu peux faire ton troc, tu peux faire ton business, tu peux racheter des choses ici, ramener. Tu peux profiter pour faire un petit commerce parce que c'est quand même vous, les chauffeurs, les mécaniciens. On dit, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Donc, tu peux aussi profiter. Kabibi, c'était vraiment comme si on allait changer encore des standings, des niveaux de vie. En tout cas, on était très contents tous les deux. Mon mari a commencé ce travail-là, effectivement. Ce papa-là était honnête. Ce papa-là lui payait son argent comme il s'était convenu. Mon mari faisait des mécaniques, mais laisse tomber. Tous ces camions, c'était des camions pourris. Il travaillait, mais dans la rue. Il voyageait avec son matos. En tout cas, c'était un garçon courageux. Kabibi, ils ont travaillé comme ça peut-être pendant 4 ans avec papa Charles. Je le connaissais, je connaissais sa femme. En tout cas, comme mon mari était parmi ses fidèles travailleurs, tout s'est passé très bien. Kabibi, moi, mes enfants étaient scolarisés. Moi, les mots français, j'ai commencé à entendre chez moi. C'était mes enfants qui parlaient français. J'ai commencé à apprendre. Quand on prenait les répétiteurs, parce que moi, comme je ne pouvais pas faire les devoirs avec mes enfants, on avait pris un répétiteur pour répéter avec mes enfants à la maison. C'est comme ça que j'entendais aussi, je comprenais aussi les mots français, je comprenais les conjugaisons. Je dis, ah, c'est pour ça qu'on dit je suis, ah, c'est pour ça qu'on dit que... J'ai commencé à apprendre chez moi. Moi, je suis ce qu'on appelle femme au foyer. J'attendais mon mari. Parfois, quand il me ramenait peut-être des trucs qu'il a achetés sur la route, vous savez, parfois sur la route, là, on ramène quoi? Des macaques, des tortues, des choses comme ça qu'ils ont ramassées sur la route, là, qu'ils ont acheté au village. Tu vois, ce sont des faux business que je faisais à la maison pour ne perdre le temps, parce que moi, c'est mon mari qui prenait soin de moi.
Kabibi, la vie a évolué comme ça. Donc, nous, on vivait bien. Mon mari, c'est un mécanicien. Donc, on avait une voiture. Donc, j'étais quand même une femme que, quand tu me voyais à Kinshasa, j'étais une femme. En tout cas, je m'en sortais. La vie a continué. Mes enfants ont évolué comme ça jusqu'à ce que ma fille aînée a eu 9 ans. Et mon deuxième fils avait 7 ans. Quand mon mari, ils ont fait accident des camions. Ils ont fait accident de voiture. Sur la route de Chikapa, mon mari est décédé. En tout cas, c'était un grave accident. Kabibi, ils étaient peut-être 11 avec les passagers qui avaient perdu la vie, qui avaient trouvé la mort dans ces voyages-là. Kabibi, ma vie s'est écoulée un bon matin. J'ai pleuré mon mari de toutes mes forces, de toutes mes larmes. C'était comme si c'était la fin de ma vie. C'est comme si tout s'était arrêté pour moi. Moi, dans la vie, je ne savais rien faire. J'étais sa femme. Moi, mon travail, j'ai prié parce que je n'arrivais plus à concevoir. C'est pour ça que j'avais que 2 enfants. Et tu sais que moi, mon mari avait eu le niveau de vie élevé parce qu'on avait une voiture, il voyageait, il gagnait quand même. Sa famille m'insultait du matin au soir que j'ai accouché que 2 enfants. Donc, j'avais d'autres priorités, préoccupations dans ma vie. Je n'étais même pas dans l'option que mon mari peut perdre la vie. C'était un choc pour moi. Kabibi, comme tu ne peux pas savoir. C'était très dur. Moi et lui, on venait des familles pauvres. Imagine bien quand il est parti. C'est moi la petite maison que j'avais là, Kabibi, on m'a tout raflé. La voiture qu'il avait, que lui-même réparait tous les matins là, on l'a arrachée. Tu vois un peu famille pauvre quand ton mari meurt, Kabibi. Ils s'en foutent de l'éducation de tes enfants. Ils s'en foutent de ce qu'ils vont devenir. Kabibi, moi je te dis, on m'a mise dehors. On m'a tout pris. Je suis rentrée à la source chez nous parce que je n'avais ni terrain ni rien du tout. On était jeunes, on commençait notre vie. Je suis rentrée chez nous, vivre chez mes parents. Heureusement que quand j'étais dans le mariage, j'ai donné des 50 €, des 100 €. Sinon, on allait seulement me chasser. Je suis rentrée où j'ai grandi, dans les quartiers pauvres, Kabibi. J'avais déjà une autre vie. J'étais quand même la femme de quelqu'un, j'avais une voiture. C'était tellement dur. En tout cas, le papa Charles, là, quand il a appris ça, il avait appelé nous tous les femmes de ces travailleurs qui avaient perdu la mort parce qu'on était devenues copines. On avait fait un peu un groupe où on s'est consolé entre nous. Il nous a appelés chez lui. Il a dit qu'il est notre papa. Il ne va pas nous laisser comme ça. Que quand on a des problèmes, vraiment qu'on vienne les voir. Il a attendu que les deuils passent les 2-3 mois après là. Il a dit vos maris avaient travaillé. Ils sont morts en mission de service. En tout cas, je vais vous payer leur salaire complet. Kabibi, moi j'étais déjà chez mes parents quand on m'a donné genre les 1200 de mon mari. Il nous a donné, le camion était venu de Chikapa, on nous avait amené un peu à manger, tu vois un peu les trucs qu'on achète sur la route. C'était un bon papa. Il nous a aidés, il a dit vraiment, il veut nous revoir, nous toutes, que chacune, vraiment à la fin du mois, repasse là-bas pour le voir. Kabibi, je suis partie, à mon tour aussi à la fin du mois, ce papa-là était comme notre sauveur. Je suis aussi revenue le revoir. Ce papa-là, il avait des magasins au rond-point Gaba, pour ceux qui connaissent le Congo, Kinshasa. Donc, il nous avait vu, c'était au magasin. Le premier jour qu'on était parti, c'était chez lui. Mais quand ils ont donné l'argent, c'était au magasin, quand les camions étaient arrivés et tout, et tout, et tout. En tout cas, on est parti au bureau. Moi aussi, je suis allée au bureau et tout ça. Quand je suis arrivée, il a parlé avec moi. Il a dit, maman Hortense, en tout cas, ton mari était bien avec moi. Ce que je vais te dire, ce n'est pas pour profiter de l'occasion ou abuser. Mais on dit dans la vie, il faut sauter sur les occasions. Moi, tu es une femme qui ne me laisse pas indifférente. Vraiment, dans vous toutes là, hein, tu sais que vous êtes plusieurs veuves. Mais je vois que tu as du potentiel. Tu es une femme de chance. Tu es une femme qui ne mérite pas cette vie-là, de rentrer aujourd'hui vivre encore chez ses parents dans les sous-quartiers où tu es rentrée, où j'ai appris que tu es partie avec tes enfants qui parlaient déjà français. Ton mari avait une vision. N'es-tu pas la vision de ton mari? Moi, je vais te proposer d'être avec moi. Je ne te force pas, mais je vais te proposer de vivre avec moi, que je puisse t'entretenir. Tu peux aussi devenir la femme d'un boss. Il n'y a pas de problème. Tu es veuve. Moi, je connais la cause de ton veuvage.
je sais pourquoi tu es veuve. Tu n'es pas veuve parce que tu t'es prostituée ou tu as fait quoi que ce soit ou non. Tu es veuve, c'est un malheur qui est tombé sur toi à ton jeune âge. En tout cas, moi, je te propose de vivre avec moi. Va réfléchir. Je ne te dis pas de me répondre maintenant parce que c'est un engagement de vie. Quand je te dis que je veux que tu sois avec moi là, ce n'est pas de sortir avec toi et puis te laisser. Non. Je vais te prendre comme mon épouse, deuxième femme, troisième femme ou quel que soit le numéro que tu auras pour vivre avec toi. Parce que j'ai besoin d'une jeune femme comme toi pour mes affaires, pour avancer. Toi-même, tu as vu mon épouse là. Elle a la charge d'élever tous les enfants que j'ai déjà fait dehors. Elle, je ne peux pas la déranger avec les charges des calculs, des camions, des patatis, des patatas. J'ai besoin d'une femme pour m'aider à gérer. Kabibi, quand il me disait ça là, il avait déjà une deuxième femme officielle que nous, on connaissait parce que nos maris, c'était leurs travailleurs. On savait qu'il y avait une autre femme dehors. Moi, je lui dis, mais moi, j'ai toujours su qu'il y a une autre. Il a dit, je sais qu'il y a une autre. Mais tu n'as pas vu que l'autre là, ses enfants habitent chez moi. Ses enfants habitent chez moi. Donc, ça veut dire qu'elle a aussi son poste. Elle a aussi les raisons pour lesquelles elle est avec moi. Elle m'aide aussi toujours dans les affaires. Mais ça ne suffit pas. Il me faut une autre femme. Et moi, je veux bien que ce soit toi. Je sais que tu as déjà 2 enfants. Moi et toi, on ne va pas faire les enfants parce que si c'est pour les ramener à mon épouse à la maison, ça ne sert à rien. J'ai besoin de toi. Je vais t'aider à élever tes enfants. En tout cas, va réfléchir. Moi, je ne t'oblige pas, je ne te force pas. Kabibi, ça c'est la vérité. Il ne m'a jamais forcé. Il ne m'a pas imposé, il m'a proposé. Quand je suis rentrée, je suis partie parler avec mes parents. J'ai parlé avec ma mère. Kabibi, papa Charles, c'était le chef de mon mari. S'il pouvait payer 1200 à mon mari, ça veut dire que c'est un papa qui avait l'argent. Nous tous, on savait qu'il avait l'argent, il avait des magasins au rond-point Ngaba. C'était un bon papa bourgeois de Kinshasa. En tout cas, après avoir parlé avec mes parents, ma mère et tout ça, elle m'a dit, comme c'est lui-même qui t'a parlé, ça veut dire qu'il n'y a pas de scandale. Ce n'est pas comme si tu sors avec lui pendant que ton mari est vivant. Regarde la vie que tes enfants auront ici. Les 1200 qu'il t'a donné là, tu vas faire avec quoi? Quel commerce tu vas faire pour t'en sortir, remettre tes enfants au standing de vie qui commençaient quand même à voir, ils avaient un élan dans la vie où ils pouvaient s'en sortir. En tout cas, nous, tes parents, on ne voit pas le mal. En plus, tu dis qu'il a déjà une deuxième femme. Donc, c'est dans ses habitudes. Sa femme-là ne va pas te faire des problèmes parce qu'elle est déjà habituée. Kabibi, je n'ai pas dit non à papa Charles. J'ai accepté. Quand j'ai accepté papa Charles, il m'a dit que j'allais habiter à Cité Mama Mobutu. Pour ceux qui connaissent le Congo, Cité Mama Mobutu et Mongafula, ce n'est pas loin. Donc, il m'a dit, tu vas habiter là-bas pour qu'on ne soit pas trop loin. Parce que l'autre épouse là habitait à la Cité Verte. Ce sont des quartiers voisins. En tout cas, nous, toutes ces 3 femmes, on n'était pas loin de lui. Malgré que lui, il habitait vraiment à Mongafula avec sa première épouse. Kabibi, on m'a installé là-bas. La première fois quand je suis partie, en premier, c'était en location qui m'avait mise là-bas à Cité Mama Mobutu. Avec les enfants, on a rescolarisé les enfants. Sa première épouse a appris, elle savait que c'était moi. Elle était très choquée. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Il a déjà parlé avec elle, que je ne m'inquiète de rien. Il n'y aura rien, elle ne va rien me faire, elle ne va pas m'agresser, elle ne va rien faire, elle sait que c'est moi. Il a parlé à la deuxième épouse aussi. Il lui a dit que moi, j'existais. En tout cas, Kabibi, on était là, nous 3. Ces papas-là prenaient soin de nous. Quand il m'a installé, je n'ai pas vu la charge ou le travail qu'il m'a donné. J'ai commencé d'abord à habiter, à être bien sa femme. C'était un papa. Donc, je me suis donné à 500% parce que c'était comme un jackpot pour moi. On m'a réoffert la vie, plus que même la vie que mon mari m'avait donnée. Kabibi, ce papa-là, quand on est resté peut-être pendant 5 mois, il m'a dit, je ne peux pas te prendre gratuitement. Il faut que je donne quelque chose à ta famille parce que moi, je te considère comme ma 3e épouse. Kabibi, vraiment, comme il avait beaucoup d'argent, il a dit, il ne peut pas aller voir ma famille là où ils habitaient dans les quartiers pauvres. Il a fait venir mes parents chez moi, là où il m'avait installé. Il les a reçus avec mes oncles et mes tantes, où il a donné son enveloppe. On va dire genre, moi, on m'a doté dans ma propre maison. Ce papa-là a donné peut-être $1000 ou $1500 à mes parents, comme ils étaient venus là, qu'ils aillent se partager, pour dire officiellement, je suis votre beau-fils, votre fille vit dans mes mains, elle est entre mes bras. En tout cas, j'étais très honorée. J'ai commencé à vivre. Quand il m'a doté là comme ça, un soir, il vient, il me parle. Il me dit, tu vois, tu as déjà grandi, tu es une femme,
Tu as vu, je te respecte. Je t'ai mise à l'aise. Je ne t'ai pas menti. Je ne t'ai rien caché. Le problème qui est là est quoi? Tu vois, la deuxième femme, tu as vu que je te donne beaucoup plus de valeur qu'elle. Mais elle va toujours rester là. Je ne te dis pas que je vais la laisser. Parce que j'ai des enfants avec elle. Toi, je t'ai dit que tu as tes enfants. Moi et toi, on n'aura pas d'enfants. Pourquoi on n'aura pas d'enfants? Parce que ce n'est plus possible que moi je fasse des enfants. Je dis, comment ça, ce n'est plus possible? Tu ne mets plus au monde, tu ne fais plus des enfants. Il a dit non. Moi, je vais te demander d'aller à l'hôpital. On va te faire tous les examens. Et tu vas comprendre pourquoi moi, je ne veux plus faire d'enfants. Ah, Kabibi. Je dis, lui, il ne veut plus faire d'enfants, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est comme ça que lui-même, il m'a donné l'argent. Il m'a donné l'argent, il m'a dit d'aller à l'hôpital faire des examens. Quand je suis partie à l'hôpital, on m'a fait des examens sanguins, des examens gynécologiques, on m'a tout fait. Kabibi, le médecin m'a convoqué pour m'annoncer que j'étais séropositive. J'ai failli m'écrouler. J'ai failli mourir même dans son bureau. Je n'ai pas compris pourquoi lui-même il m'a envoyé à l'hôpital. Le médecin m'a expliqué, non madame, votre condition, en tout cas, vous êtes vraiment séropositive et tout ça, il ne faut pas paniquer. On voit que la contamination n'est pas ancienne. Il y a des traitements aujourd'hui. Les médecins commencent à me parler, me rassurer, m'encourager. Vous-même, vous connaissez quand un médecin te rappelle après les examens, comment ça fait peur. Kabibi, je n'en revenais pas. Je suis rentrée chez moi. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Papa Charles n'est pas venu ces jours-là. Il est venu peut-être 2 jours après. Il m'a appelé, il m'a dit, viens. Quand il est venu, il s'est assis, il m'a regardé. Il m'a dit, je sais, mais ne reste pas une petite fille. Aujourd'hui, tu sais que tu es dans la même condition que moi, que mon épouse, et que la femme qui est à Cité Verte. Donc, aujourd'hui, vraiment, tu es confirmé que tu es ma femme. C'est pour ça que je t'ai dit que je ne veux plus faire d'enfant. Parce que si c'est faire un enfant pour qu'il commence à tomber malade tous les jours, hein, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, que tu décides de me quitter, ça ne sert aussi à rien. Parce que tu vas partir malade et tu n'as pas les moyens que moi j'ai pour te soigner. Je t'ai dit que je ne veux jamais laisser la deuxième femme parce qu'elle est dans ta situation. Alors, utilise beaucoup de maturité et de sagesse. Pourquoi je t'ai prise comme 3e épouse? C'est parce que je cherche une femme courageuse que je vais confirmer, qui va travailler avec moi, qui va avancer. Si tu acceptes là, tu seras plus que la première épouse. La maison qu'elle a là, tu auras plus que ça. J'ai besoin d'une femme pour mes affaires. J'ai besoin d'une femme qui peut affronter. Moi, je dis, affronter quoi? Tu m'as déjà donné la maladie. Je vais affronter déjà la maladie. Il me dit, oui. Moi, j'ai des pactes. Je suis dans une secte. Je suis dans mes fétiches. On va appeler ça comme ça. J'ai besoin d'une femme pour me soutenir. Parce que je dois avoir quelqu'un qui va les protéger. La deuxième femme, elle est incapable. C'est pour ça que j'ai cherché une 3e femme. Aujourd'hui, tu es déjà ma femme parce qu'on est déjà malades tous les deux. Donc, que tu fasses marche arrière, je vais trouver ça bête. Donc, moi, je te parle en tant que ton mari. Si tu peux m'aider, qu'on avance ensemble. Moi, je veux que tu tiennes pour moi mes fétiches. Mes fétiches, là, ils ont des conditions qui vont faire que toi et moi, on va rester ensemble jusqu'à la mort. Kabibi, je lui ai dit, laisse-moi réfléchir. J'ai réfléchi pendant 3 jours, plus le choc que j'avais déjà, le sida. Je commençais à voir comme si je vais mourir demain. Quand il est revenu, je lui ai dit que j'étais d'accord parce que je ne voulais pas qu'il me chasse avec mes enfants. Il m'a dit d'accord. Comme on est là, je vais t'amener. Les conditions, c'était quoi, Kabibi? Que je n'allais plus accoucher. Donc, on devait sacrifier déjà mon ventre. Mais les deuxièmes conditions, c'était que je devais sacrifier mes enfants. Ce côté-là, j'ai dit non. Moi, ça, ce sont les enfants que mon mari m'a laissés. Et c'est les seuls enfants que j'ai. Et déjà, tu sais que je n'en aurai plus. Moi, je ne peux pas sacrifier mes enfants. En tout cas, c'est pour mes enfants. Moi aussi, je refuse. Il dit, OK. On va chercher une autre formule. Mais ce qui est sûr, tes enfants ne vont pas perdre la vie, mais on doit sacrifier quelque chose de valeur en eux pour qu'ils restent vivants. En tout cas, on a négocié, Kabibi. Là où il a négocié, je n'étais pas là. Mais je sais que j'étais rassurée que mes enfants n'allaient pas perdre la vie.
Mais par contre, les messieurs, ceux qui ont été, m'a dit, madame, tu as une fille et tu as un garçon. En tout cas, on les garde en vie, mais il n'y aura pas de progéniture après eux. C'est comme si mes enfants n'allaient pas avoir d'enfants, mes 2 enfants. J'ai dit, je préfère les voir vivants, sans enfants, que de les enterrer. J'ai déjà enterré leur papa. Ces enfants-là ont une lignée, ont une famille de leur papa. Je ne peux pas venir les vendre ici parce que je suis dans un mariage où on doit les éduquer eux. Il m'a dit non, le mari, s'il a beaucoup d'argent, il va éduquer tes enfants. Tes enfants seront des gens dans la vie. Donc, n'aie même pas peur pour ça. Tes enfants vont grandir. Tu as refusé que les sangs coulent. Mais on a appris quand même que tes enfants ne vont pas se reproduire comme toi-même aussi tu ne vas plus te reproduire. Kabibi, j'ai accepté. C'était ça, les seules conditions. En tout cas, notre maman a donné les détails pour qu'on comprenne pourquoi elle nous a contactés aujourd'hui. Ils ont commencé leur vie avec papa Charles. En tout cas, elle a dit, Kabibi, j'ai très bien, j'ai vécu. Papa Charles m'a enlevé locataire. Il m'a acheté une villa à la cité Mahamobout où j'étais locataire. Une très grande maison. On l'a modifiée. On l'a faite en étage. Moi, ta maman, j'ai roulé des Mercedes. J'ai roulé les grosses voitures de l'époque. Mes enfants, ils étudiaient au Lupio. Pour les vrais Quinois, ils connaissent l'école Lupio. C'est une très bonne école à Kinshasa où il y a les enfants des bourgeois. Ils quittaient cité Mahamobout jusque là-bas. J'avais des chauffeurs. J'ai voyagé avec mon mari. Je ne manquais de rien. J'ai acheté une maison à ma mère, vivante, dans notre quartier là. La maison où ils étaient, on l'a cassée, on a reconstruite pour la famille de mes parents. En tout cas, je suis une maman qui a touché l'argent. En tout cas, à mon époque là, si on avait les WhatsApp, les Facebook, vous allez me sentir. J'avais un mari qui avait l'argent. La première et la deuxième femme n'avaient rien à dire devant moi. Parce que c'était moi. Elles étaient conscientes qu'elles avaient tout tenu. Kabibi, j'ai vécu. J'ai vécu correctement. Mon mari, quand il est mort, il a laissé les enfants. Ma fille aînée avait 9 ans. Quand ma fille est née, autour de 16 ans, tellement qu'on avait l'argent. Ma fille aînée, tu connais les enfants qui voient que la vie est trop facile là. Ma fille aînée, je ne sais pas ce qu'il a pris, Hélène. Elle est tombée enceinte du chauffeur. Quand elle est tombée enceinte, on a paniqué. On croyait qu'elle était enceinte d'un enfant de l'école là du Lupio. Non, ma fille est tombée enceinte du chauffeur. Déjà, c'était la honte. Je n'ai pas compris pourquoi elle, à son âge, elle ne sortait pas avec les garçons là du Lupio, les enfants des riches. Et pourquoi, quand elle est tombée enceinte, on a paniqué nous deux. Moi, je lui ai dit que, mais on avait dit que moi, je n'aurais pas de progéniture. Mes enfants n'allaient pas avoir d'enfants. Comment Hélène est tombée enceinte? Il m'a dit lui aussi, il ne sait pas. On est allé voir le papa là, chez qui on avait fait nos trucs. Il nous a dit, ne vous inquiétez pas. Je t'ai dit qu'elle n'aura pas de progéniture. Moi, je dis que mon enfant ne meurt pas quand il part accoucher. Il a dit, ton enfant ne va pas mourir. On t'a dit que tes enfants ne vont pas mourir. Tu n'as pas vendu tes enfants ici. Tes enfants, s'ils meurent, ils vont mourir d'une mort normale. Ce n'est pas une mort par rapport à votre argent. Non, 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 non. Tes enfants sont libres. Mais seulement tes enfants n'auront pas des enfants. En tout cas, il n'y a pas de problème. Moi, quand je regarde, rien n'est abîmé. Hélène, elle est libre de porter sa grossesse. Kabibi, Hélène avait déjà avoué que c'était la grossesse du chauffeur. Naturellement, on a chassé les chauffeurs. On est resté avec Hélène Kabibi. Hélène a accouché. On a payé tout pour Hélène. Elle a accouché au clinique Ngaliema. Et tout ça en condition. Elle est rentrée même avec le bébé à la maison. Mais ce bébé-là n'a même pas fait 3 mois. Il a eu une pneumonie. Le bébé est décédé. En tout cas, on a fait le deuil pour Hélène. On l'a soutenue. Mais on a compris que, ok, donc c'est ça le système en fait. Mes enfants, ils peuvent avoir des enfants, mais des enfants qui ne vont pas grandir. Moi et lui et papa Charles, on a compris. On a continué notre vie tranquille. Kabibi, quand on est arrivé, quand ma fille a eu, je crois, 18 ans par là, papa Charles est tombé malade. On va dire 2 ans après que ma fille est accouchée. Bon, lui, il avait beaucoup plus d'âge que moi. On buvait nos médicaments, on suivait nos traitements, mais il a eu la prostate. Moi, mon mari, il a eu le cancer de la prostate. C'était vraiment précoce là-bas à Kinshasa à l'époque. Avant même qu'on découvre que c'était le cancer de la prostate, on lui avait déjà fait beaucoup de traitements. Et tu sais que comme c'était quelqu'un aussi qui croyait trop dans la médecine traditionnelle, donc il buvait plein de trucs qui l'ont infecté. Tu sais, tous les trucs qu'on donne là, oh, ça soigne les dos, oh, ça soigne comme si. C'est ça qu'il buvait au début, avant qu'on comprenne que c'était le cancer de la prostate. Donc quand on est venu commencer le traitement des blancs, Kabibi, vraiment, c'était déjà trop tard.
C'était trop tard, papa Charles n'a pas supporté. En tout cas, il n'a même pas eu le temps de voyager pour aller même en Afrique du Sud pour se faire soigner. Papa Charles est décédé au Congo. Quand il est décédé, vraiment, c'était très, très dur pour moi. Parce que c'était ses pactes à lui, ce n'était pas mes pactes à moi. En tout cas, on a fait le deuil, on a pleuré, on a enterré. Nous, toutes les 3 femmes, on était là. Sa famille est venue récupérer ce qu'ils voulaient récupérer. Vous connaissez l'Afrique. Ils nous ont donné ce qu'ils pouvaient nous donner, mais chaque femme a gardé sa maison. La maman de Mongafou a gardé la villa, celle des Cités Vertes, et moi, j'ai gardé ma maison de Cité Mobutu. Pour les magasins, tellement qu'il avait des immeubles, on nous a donné genre les petites boutiques, vous savez, les portes des boutiques là, comme il en avait beaucoup, on nous a donné 3. En tout cas, la maman de Mongafou, là, la première épouse, on lui a donné un immeuble parce qu'elle avait beaucoup d'enfants que son mari avait ramassés partout. Elle était favorisée par rapport à nous, malgré que c'est moi qui avais tenu la casserole. En tout cas, chacun s'est retrouvé. Moi, ma maison, par rapport à la deuxième épouse, ma maison était vraiment 2 fois celle de la deuxième épouse. Kabibi, je suis restée là-bas avec mes enfants. Quand il est mort, moi, je ne pouvais plus continuer. Je suis rentrée là, on partait. Je lui ai dit que le propriétaire est parti. Qu'est-ce que moi, je vais faire avec ces histoires ici? Le monsieur là m'a dit que je ne m'inquiète pas. Moi-même, je vais voir, ça va disparaître. Je vais me retrouver qu'un jour, je n'ai plus ça. Que je laisse ça tranquille, que je ne m'inquiète pas. Moi, je ne suis pas son client. En tout cas, l'engagement, ce n'était pas avec moi. Kabibi, ça m'a rassurée. Quand je suis rentrée chez moi, je n'ai plus fait attention à ces histoires-là et effectivement, ces histoires-là ont disparu. Moi, je ne les ai jamais jetées. Je suis restée libre. Quand je reste libre, donc je me dis, je dois continuer ma vie. J'ai quand même 3 boutiques. Il faut que j'essaye de faire un commerce. Mais moi, par contre, je ne vais pas faire les commerces des camions, tout ça. C'était trop compliqué, c'était ses commerces à lui. Ses frères avaient déjà pris des camions et tout ça. Le business ne pouvait même plus continuer. J'ai dit, je vais mettre d'abord mes boutiques en location. Comme la maison est à moi, 3 boutiques en location, ça va me permettre un peu de vivre parce que moi, j'étais restée aussi avec l'argent. Un jour, je suis chez moi, je vois, on vient frapper. Des jeunes garçons viennent frapper. Ah, bonjour maman, bonjour. Oh, on cherche Cynthia. Je dis, vous cherchez Cynthia? Ah, ici, il n'y a pas de Cynthia. Ici, il y a Hélène. Et il y a mon fils, Fiston. En tout cas, il n'y a pas de Cynthia qui habite ici. Ah, ici, il n'y a pas une Cynthia qui est quoi ça, au Loupio. Je dis, il n'y a pas de Cynthia. Ici, il y a Hortense. Elle s'appelle Hortense. J'ai appelé Hortense. Quand ils sont dit, oh non, ce n'est pas elle, maman. Pardon, ce n'est pas elle. Ils sont partis. Après, le temps vient passer encore, je crois, 4 ou 5 jours après. Un autre enfant vient, oh maman, on m'a demandé si Cynthia habite ici. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire de Cynthia? Tous les matins, Cynthia, tous les matins, Cynthia. Il n'y a pas de Cynthia qui habite ici. J'ai commencé à m'énerver. J'ai dit à Hortense, vous cachez une copine, quelqu'un qui habite ici chez moi, que moi je ne connais pas ou c'est quoi? Cynthia, c'est qui? Il y a une 3e personne, un 3e enfant dans cette maison que je ne connais pas ou quoi? Kabibi, pour couper court, c'est quoi? Je suis venue découvrir que mon fils Fiston était homosexuel. Ça, c'est à l'époque, hein, je te parle. En fait, Fiston, on l'appelait Cynthia, de son côté où il allait faire son homosexualité là. Et comme il était bête, parfois il ramenait ses petits copains, il leur disait où il habitait. Et quand ils venaient le chercher comme Cynthia. Kabibi, j'ai eu le choc de ma vie le jour que j'ai appris que Fiston était homosexuel, était pédé, comme on les appelle chez nous. Je n'ai jamais digéré ça. J'ai dit, mon fils ne peut pas être pédé. Tous les efforts que j'ai faits, mon enfant est dans une bonne école comme ça. Je sais que peut-être qu'il n'aura pas d'enfant, mais il ne peut pas devenir pédé. Imagine un peu à cette époque-là comment c'était honteux. Comment? Non, non, non. J'ai fait asseoir l'enfant. J'ai parlé à l'enfant. J'ai tapé l'enfant. J'ai crié sur l'enfant. D'abord, il niait. Après, il a accepté. Après, il a dit, il ne sait pas c'est pourquoi. J'ai dit non. On va t'amener à l'église. On va te délivrer. Ça, ce sont des mauvais esprits. Tu ne peux pas être pédé. C'est la lignée de qui? C'est quoi cette histoire de pédé ici, dans cette maison? Non, 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 non. Je peux tout accepter, sauf que tu sois pédé. En tout cas, Kabibi, j'ai commencé à l'envoyer dans les églises avec mes cousines qui aimaient aller à l'église pour qu'on aille prier pour lui. Parce que moi, j'avais un peu peur, comme je savais que j'avais déjà fait beaucoup de choses dans ma vie. Ça, c'est la vérité. Kabibi, on est resté. J'ai appris que mon fils était homosexuel comme ça. Je crois, en tout cas, peut-être 1 an après la mort de mon mari. Si vous vous souvenez bien, pour ceux qui étaient au Congo,
En 2007, entre 2007 et 2008, il y a eu les érosions à la cité Mama Mobutu. Il y a eu des érosions où les gens ont perdu les maisons. La route de Kimwenza s'était cassée. Les maisons sont parties, peut-être 11 à 12 maisons dans le quartier, sans compter le quartier et le terrain. Il y a eu une très grande érosion qui avait cassé jusqu'à la route d'Ipen. Moi, ma villa fait partie de ces maisons-là. Kabibi, j'ai fait les démarches à Kinshasa. On a frappé chez les gouverneurs, chez les ministres d'urbanisation. Partout, quand on a vu que l'érosion avançait, les maisons, les bikoku partaient, avant que ça arrive chez nous là. Kabibi, on a dépensé, on a mis... Le gouvernement nous a aidés comme il pouvait, Kabibi. Moi, ma maison, c'est l'érosion qui l'a engloutie. Je n'ai pas supporté ces chocs-là. Je n'ai pas vendu ma maison. Moi, ma maison, la terre l'a avalée. La terre a avalé ma maison. Kabibi, c'était un gros choc pour moi. Quand j'ai vu que l'érosion est arrivée chez mon voisin, il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. Comme j'avais des beaux meubles, des trucs de valeur, j'ai commencé à vendre mes histoires. J'ai vendu les lits, les tables en marbre, tout ça, Kabibi. J'ai pu me constituer quand même un capital avec le peu d'argent que j'avais. J'ai dit, je vais faire les démarches pour aller en Europe. J'ai fait mes démarches avec mes 2 enfants. Kabibi, il n'y a que moi qui ai eu le visa. On a dit non aux 2 enfants. On a dit que peut-être qu'on fouillait le pays. Qu'en plus, nous, notre maison, l'adresse que j'avais donnée là, c'est là qu'il y avait les érosions. Peut-être qu'on va aller vivre en Belgique. On va me donner d'abord à moi le visa. Si je pars, je reviens. Après, maintenant, je peux faire une demande pour moi et mes enfants. Kabibi, moi, on m'a donné à moi seul le visa. C'est comme ça que moi, votre maman, je t'appelle à partir de la Belgique. Et effectivement, quand je suis arrivée en Belgique, je n'avais plus beaucoup d'argent. Je me suis dit, je ne vais pas prendre les risques de rentrer au Congo pour aller redemander le visa pour les enfants et moi. Et si j'arrive, ils ne me donnent pas. D'abord, je n'avais plus l'argent pour les faire monter les billets et tout ça. Et je peux me retrouver coincée moi-même aussi à Kinshasa. En tout cas, j'ai pris le risque de rester en Europe. Je ne pouvais pas amener mes enfants chez la première épouse. Parce que la première épouse, ce n'était pas les enfants de son mari. Mes enfants, ils étaient encore obligés de rentrer dans ma famille, Kabibi. La vie a chauffé sur moi. Parce que la famille de leur papa était tellement pauvre. Ils sont rentrés vivre chez ma mère, dans la maison que j'avais achetée à ma mère. Kabibi, je suis arrivée en Europe. J'ai fait ma demande d'asile. Je me suis débattue pour avoir mes papiers. J'ai commencé à me débrouiller en Europe. Moi, je suis arrivée en Europe à l'âge de 39 ans, quand je suis arrivée en Europe, en 2007. J'étais jeune. Je me suis battue en Belgique ici. J'ai rencontré l'amour, un monsieur qui avait la même situation que moi. Moi et mon mari, quand on s'est rencontrés, nous deux, on était chacun malade de son côté. On s'est mis ensemble. On vit ensemble jusqu'aujourd'hui avec mon compagnon. On n'est pas mariés, mais on vit ensemble. Kabibi, j'ai commencé à payer les études pour mes enfants, pour qu'ils aient des bacs. En tout cas, ce côté-là, Dieu m'a fait grâce. Mes 2 enfants ont eu leur baccalauréat au Congo-Kinshasa. J'ai fait les démarches comme toute maman. Quand tu arrives en Europe, tu veux faire venir tes enfants. Mais moi, mes enfants sont adultes. Donc, ils doivent venir en Europe comme des adultes. Ils ne peuvent pas venir comme un regroupement familial. Kabibi, j'ai fait les démarches. Je ne sais pas si c'est la poisse qui est sur la tête de mes enfants. Je ne sais pas combien de gens m'ont bouffé l'argent des voyages. Tu sais comme on donne les 4 000, les 7 000, les 8 000 aux gens pour faire venir quelqu'un pour toi, t'aider à avoir les visas et tout ça. Pour moi, ça n'a jamais marché. Toutes les personnes à qui j'ai donné l'argent, surtout pour faire monter ma fille, parce que mon cœur, je me disais, ma fille, là, on l'avait déjà engrossée à 16 ans. J'étais là, elle habitait en villa. Maintenant que je suis en Europe, ça, c'est pas pour qu'elle aille me rafler le sida aussi sur la route. Kabibi, j'ai payé. Donc, moi, on m'a déjà bouffé l'argent même 6 fois. Les démarches de mes enfants n'ont jamais abouti. Là que je te parle, mon fils là, Fiston, il est déjà devenu Cynthia. Fiston est déjà devenu Cynthia confirmé, il ne se cache même plus. Fiston, ceux qui le connaissent savent que c'est un PD. Ceux qui connaissent Cynthia, Cynthia c'est le vrai prénom de Fiston, comme on l'appelle au Congo. C'est la maman de Cynthia qui est PD, qui a raconté l'histoire de son fils. Mon fils est un vrai homosexuel au Congo qui fait les cheveux. Il est coiffeur ou elle est coiffeuse.
Un enfant à qui j'ai payé les études au Loupio. C'est un coiffeur qui parle très bien français parce qu'il allait dans de bonnes écoles. Il a grandi dans de bons quartiers. Il est pédé, il fait la coiffure à Kinshasa. Pourquoi je vous appelle aujourd'hui? Ma fille, Hélène. Hélène, aujourd'hui, elle a 34 ans. Hélène m'appelle. Elle m'a appelé il y a 2-3 ans, quand on a eu notre nouveau président, Félix Béton. Quand Félix est passé au pouvoir, il y a eu un nouveau gouvernement. Il y a eu de nouvelles autorités. Hélène, soi-disant, l'un de ses copains avec qui elle sortait, avant qu'il ait le poste dans ce gouvernement, parce que c'est quelqu'un qui a le poste, c'est pour ça qu'on ne va pas citer son nom ici, on ne fait pas de problème. Elle sortait déjà avec lui. Ce garçon-là, comme il est très débrouillard, il a eu la chance que le président l'a nommé. Il a un bon poste en ce moment qu'on parle. Il est au pouvoir, il a son poste. En tout cas, il n'a pas laissé Hélène. Hélène, en fait, elle est sa copine ou sa deuxième femme. Parce que ce monsieur-là est bien marié. Il a sa femme et ses enfants. Hélène sortait avec lui. Là, quand il a eu le poste, comme il a eu un peu quelque chose de plus dans son salaire, il a décidé d'officialiser Hélène. Kabibi, moi, la maman d'Hélène, j'étais deuxième femme ou troisième, si on va appeler. Je ne veux pas que ma fille fasse la même vie que moi. Moi, je connais les gens puissants là, ce qu'il y a derrière. Je connais la vie qu'on va proposer à Hélène. Je connais, ce n'est pas qu'on va me raconter. Moi-même, j'étais dedans. Les messieurs là, avec la vie de Kinshasa aujourd'hui, ce sont des gens qui sont dans des choses multiples que vous tous vous connaissez. Il y a les loges, il y a les maisons, il y a les magies de toutes formes et de toutes catégories au Congo. Ma fille là, elle roule dans les grosses voitures. Ma fille s'est débrouillée elle-même à Kinshasa. Elle a une belle maison. Moi, je regarde les réseaux sociaux de ma fille. Donc, ma fille a répété ma vie, mais avec cette nouvelle génération. Elle n'a que 34 ans aujourd'hui. Quand elle m'a appelé, il y a 3 ans, elle était très jeune. C'était pour me dire que ce monsieur-là voulait l'épouser, voulait la doter, et moi, j'ai refusé. J'ai refusé parce que je ne veux pas que ma fille ait cette vie-là. Moi, je me suis débarrassée de tous les engagements de papa Charles. Aujourd'hui, moi, j'ai une vie chrétienne. J'ai prié pour moi et j'ai prié pour mes enfants. Mes enfants sont très têtus, ils sont béton. Tout ce que je leur dis, ils n'écoutent pas. Cynthia, ou fiston là qui est mon fils, combien de fois je lui ai dit, il faut prier, il faut qu'on te délivre. Je suis mes cousines, j'ai une cousine qui prie à Kinshasa. Je lui ai dit, attrape-le, amène-le à l'église. Parce que moi-même, je sais pourquoi il est comme ça. Ici en Europe, là, je suis dans une église en Belgique. Je me suis déjà repentie. J'ai prié Dieu tous les jours pour demander pardon de mes péchés. De ma faute que j'avais faite, que j'avais vendu mes enfants moi-même consciemment. C'est mon erreur, c'est ma faute. Moi-même, la personne qui avait fait ça, je me suis déjà convertie. Aujourd'hui, j'ai tout laissé. Moi, Dieu m'a fait grâce. Je suis dans un pays où je prends de bons soins. Si tu me vois, tu ne peux pas savoir que je suis malade. Avec mon compagnon ici, on vit très bien. On s'en sort, on est en Belgique, on travaille. L'Europe nous a offert le luxe de faire des formations. On a fait nos formations, je gagne mon salaire. Je ne souhaite pas que mes enfants aujourd'hui, papa Charles n'est pas là. Il n'est plus là pour les attraper ou les condamner. Je veux qu'eux aussi, ils soient délivrés. Kabibi, je ne sais pas, je vais parler dans quelle langue. Hélène là, elle s'est quand même mariée. Parce que ma famille à moi, où je les avais laissés, c'est des gens opportunistes. Je t'ai dit que nous, on vient d'une famille très pauvre. C'est même moi qui les avais fait un peu rehausser le niveau. Et c'est moi encore qui suis en Europe aujourd'hui. Donc, eux, ils sont restés avec le même état d'esprit. Moi, j'ai 55 ans aujourd'hui. Ma mère, elle n'est pas vieille. Ma mère, elle a 72, 73 ans. Ma mère, elle a la tête, elle a la conscience. Moi, mes parents, ils sont vivants. Mes cousines, mes soeurs, ils sont là. Il y en a qui me demandent l'argent, il y en a qui s'en sortent un peu dans la vie. Donc, le fait que Hélène ait la belle vie avec ces messieurs-là qui la dépannent, et ils ne peuvent pas dire non au mariage d'Hélène.
Ils m'ont tous appelé sorcière. Comment je peux refuser qu'un monsieur de ce niveau-là épouse ma fille? Mais moi, je refuse parce que je connais. J'ai refusé parce que je sais ce qu'il y a derrière. Je ne veux pas que ma fille entre dans des histoires comme ça. Déjà, quand je la vois dans cette vie-là, je comprends que ma fille est toujours sur la condamnation. Je lui ai demandé, ça fait combien de temps que tu sors avec lui? Oh, ça fait 8 ans. J'ai dit, en 8 ans, tu as combien d'enfants avec lui? Tu n'as pas d'enfant avec lui. Pourquoi il veut t'épouser? Tu as déjà fait 8 ans avec lui. Pourquoi il veut t'épouser? S'il t'aime tant, pourquoi tu n'as pas fait un bébé pendant 8 ans? Toi, tu es voleuse de mari. Tu sors avec le mari d'autrui. Le mari là t'aime à la folie. Pourquoi tu ne vas même pas donner un enfant? Parce que je sais qu'elle ne peut pas tenir des enfants, Kabibi. Aussi longtemps qu'elle n'est pas dans la vie chrétienne, elle ne va pas tenir un bébé. Je sais que les enfants de Kin aujourd'hui ne sont plus enfants. Je sais que ma fille tourne. Ma fille ne dort pas. Ma fille n'est pas chrétienne du tout. Ma fille, c'est une fille qui touche à tout. C'est une fille qui va aussi se laver. C'est une fille aussi qui va voir les mamans là. C'est une fille qui entre. Ma fille n'est pas distraite. Je la vois, je vois son style de vie. C'est ma fille, je l'ai accouchée. Mais la vie qu'elle est en train de suivre là, je sais qu'il n'y a pas d'issue derrière. Je sais qu'elle ne va pas s'en sortir. Ils se sont entêtés. Ils se sont mariés dans ma famille. On a doté Hélène. Quand on a doté Hélène là aujourd'hui, Kabibi, ça va faire 3 ans que ma fille est mariée à ce monsieur-là. Ma fille est sa deuxième épouse parce qu'il l'a dotée. Hélène n'a pas d'enfant. Là, je te parle. Elle est à sa 2e fausse couche. Mais une fausse couche qui a failli l'emporter. Ça a failli l'emporter. C'est parce que cet homme-là a l'argent, Kabibi. C'est parce qu'il a l'argent. Ça a failli l'emporter. Elle est tombée malade à un niveau que on a commencé à dire que c'est le Covid. Ce n'est pas le Covid. Hélène, aussi longtemps qu'elle ne prie pas, elle ne va pas tenir d'enfant. Parce que moi, sa mère, je sais ça. Je sais ça, c'est elle qui ne sait pas. Et au lieu de chercher Dieu, elle est en train de s'embrouiller avec ses escrocs. Là où il part, lui dit qu'il reste seulement forcé. Aujourd'hui, moi, votre sœur, je vous ai appelé pour vous demander un conseil. Parce que la vie de ma fille me dépasse. La vie de ma fille me dépasse. Par moments, j'ai envie de lui dire. Mais si je lui dis Kabibi, comment ça sera interprété? Cet enfant-là, je ne sais pas si je lui dis, est-ce qu'elle va arrêter pour chercher Dieu? Ou elle va aller me faire les retours? Parce que c'est une fille qui ne prie pas. C'est une fille qui ne prie pas. Ma fille, elle est capable d'être dans une secte elle-même. C'est une fille de Kinshasa qui a déjà bien ouvert les yeux sur le mari de quelqu'un. Qui n'a pas d'état d'âme. Qui cherche sa vie derrière la vie d'un homme. Exactement ce que moi j'ai fait. Est-ce que je suis assez crédible pour parler à ma fille? Ma fille connaît ma vie. Ma fille sait très bien que papa Charles, c'était le patron de leur papa. Parce que mes enfants, quand leur papa est mort, Hélène avait 9 ans. Elle connaît très bien son papa. Quand on est parti habiter à Cité Mahama Mobutu, elle savait très bien que papa Charles, là, qui les élevait, c'était le chef de leur papa. Et tu sais comment ça a été interprété? Au Congo, on a dit qu'on avait tué mon mari pour que moi j'aie cette vie-là. Excusez-moi. Ma belle famille de l'époque, là, de leur papa, avait dit que j'avais sacrifié leur fils pour que je sois la femme de son chef. Pendant que c'est faux. L'histoire, c'est comme je vous ai raconté. Ce papa-là cherchait une femme pour tenir pour lui ses fétiches. C'est tombé sur moi, c'est tout. Comme ça pouvait tomber sur quelqu'un d'autre. Peut-être, j'étais peut-être la plus jolie, ou je ne sais pas ce qu'il avait vu en moi, il m'avait choisi. C'était juste ça. Si mon mari était vivant, il allait chercher sa femme là dehors. Il n'allait pas me chercher moi. Je n'ai jamais sacrifié leur papa pour avoir ce papa-là. Hélène connaît très bien ma vie, que j'étais 3e femme. Et pour elle, elle trouve que je ne suis pas crédible. Peut-être pour lui donner un conseil. Parce que moi-même, j'ai vécu comme 3e femme. Aujourd'hui que je te parle, j'ai toujours mes 3 boutiques là au rond-point Ngaba. C'est ma famille qui récupère l'argent là-bas. C'est ça qui aide officiellement mes parents parce qu'ils habitent dans la maison que moi je l'ai rachetée. Et les 3 boutiques là, ce n'est pas des gros loyers. C'est des loyers de 150 €. Donc ça peut leur faire 450 et déjà si c'est payé. Ça veut dire que moi ici en Europe, je n'envoie pas l'argent en Afrique.
Ils sont là et tous, la famille, ils se battent pour l'argent de ces boutiques-là. Je me suis déjà débarrassée de cette façon-là. Mon argent que je gagne ici avec mon mari, c'est pour nous deux. On vit bien ici en Belgique. C'est comme ça que j'étais capable de faire les démarches pour mes enfants qui n'aboutissent pas. Mon fils fiston, à ce jour, on m'a déjà dit qu'il est malade. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais comme c'est un menteur, imagine un enfant qui est pédé ou homosexuel que vous appelez là. Il ment comme il respire. On m'a dit qu'il est sorti avec quelqu'un là de Brazzaville, parce que mon fils part même à Brazzaville, qu'il a contaminé. Moi, sa mère qui l'a accouché, j'ai parlé avec lui. J'ai dit, écoute, moi je suis en Belgique. Si tu es malade, dis-moi, je vais te trouver les bons médicaments. Eh, c'est faux. Le Covid qui est passé là, il est tombé malade, Kabibi. J'ai pleuré tous les jours ici en Belgique. Je me disais, si cet enfant-là meurt, donc je vais prendre l'avion avec le Covid pour rentrer au Congo. Parce que moi, depuis que je suis venue, je ne suis jamais rentrée au Congo. Je ne suis jamais rentrée au Congo parce que je voulais faire venir mes enfants. Je n'avais pas l'argent pour aller au Congo. C'est maintenant que je suis épuisée de donner mon argent. Fiston est tombé malade pendant le confinement. Il a eu le Covid. En tout cas, il a failli passer. Mais il n'est pas passé. Mon fils est vivant. Il a recommencé sa coiffure. Il n'est pas en bonne santé. Moi, à chaque fois que je le vois, je n'ai pas l'impression que c'est mon fiston. C'est l'histoire de notre maman. Elle voulait partager ici parce qu'elle est à bout de réflexions. Hélène, la vie d'Hélène lui déplaît. Elle ne sait pas ce qu'elle peut dire à sa fille. Elle la décourage tous les jours dans cette relation, mais cet homme-là l'a déjà douté. Pour Hélène, elle est dans son mariage. Pour Hélène, elle est en train de se battre à donner des enfants à ce type-là. Pour Hélène, ces deux fausses couches-là, elle dit que ce sont ses rivales qui sont en train de la combattre. Donc, elle est en train d'aller agiter aussi la puissance pour accoucher pour ce type-là. Kabibi, regarde la vie que ma fille a. Pendant que moi, je prie en Europe tous les jours, ma fille ne m'écoute pas. J'ai très mal au cœur. Quand je vois ça, j'ai très mal au cœur. Moi, dès que je commence à prier, je commence à pleurer. Je commence seulement à pleurer parce que je ne vois plus ce que je vais dire à Dieu. Je commence à pleurer. Kabibi, mes enfants, c'est moi-même qui les avais vendus. Moi-même. Mes enfants, comme s'ils ont les oreilles bouchées. Tu parles, c'est comme si tu ne parlais pas. Je ne sais pas quelle formule il faut que je leur dise qu'ils doivent prier. Moi, je peux beau prier, mais il faut qu'eux-mêmes aussi prient. J'ai peur d'aller leur dire ça, que quand vous étiez petits, j'avais fait ça. Je suis quand même leur maman, Kabibi. Je suis quand même leur maman. On va m'appeler sorcière. Ils vont porter tous les malheurs de la famille, ils vont me coller. Tu connais les familles africaines. Tu crois que si j'appelle ma fille, je lui parle de mère à fille. Avec votre téléphone d'aujourd'hui, elle peut m'enregistrer. Elle peut aller faire écouter à mes cousines, à toute ma famille, qui regardait la sorcière venir avouer que vous tous, comme vous êtes bloqués là, c'est elle. Je suis la seule personne qui est en Europe dans ma famille. On va dire que j'ai bloqué l'Europe de tout le monde. J'ai la crainte du rejet. C'est moi qui prends soin de mes parents. C'est comme si je vais l'avouer à mes parents aussi qui sont vivants aujourd'hui que toute votre vie, comme je vous ai entretenu, c'était l'argent des fétiches. Je suis quand même un être humain. J'ai quand même un respect qu'on me donne. C'est moi qui nourris toute cette famille-là avec ma boutique. La maison où ils vivent, c'est la maison que mon défunt mari Charles avait achetée pour moi. Avait achetée pour mes parents, pardon. Donc, quand je pense à tout ça, je ne dis rien. Je ne dis rien. Ma fille vit à 1000 à l'heure à Kinshasa. À 1000 à l'heure. Elle a les voitures. Elle a les maisons. Elle porte les bijoux. Elle sait snap. Elle sait déjà décaper ou faire les injections. Ou elle a déjà acheté quoi en Turquie. Qu'elle a déjà mis. Ma fille est méconnaissable. Elle est brune, brune, brune. Ce n'est pas comme si c'est l'enfant que moi j'ai accouché. Elle n'a que 34 ans. Est-ce qu'elle aura 50 ans dans sa vie? Est-ce qu'elle aura même 40 ans? C'est l'histoire de notre maman Hortense. En tout cas, maman Hortense, merci pour ton histoire. J'ai essayé de la raconter comme tu l'as racontée.
Tu as parlé avec ton cœur, tu as parlé avec tes larmes, avec beaucoup d'émotions parce que ça te fait très mal. Je sais que les gens peuvent te juger. Les gens peuvent t'appeler sorcière. Mais je crois que tu as fait déjà le bon choix de t'accrocher au Christ toi-même. En tout cas, pour ma part, continue. Ne lâche pas, c'est un combat qui n'est pas facile. C'est des engagements que toi-même tu avais pris consciemment. Tu n'étais pas ivre. Mais c'était aussi la jeunesse et la peur d'affronter la vie seule. On peut peut-être justifier ça comme ça, mais il y a les réalités qui suivent derrière. Prie pour tes enfants. L'ennemi, c'est un menteur. Continue à prier. Si toi, tu parles et qu'eux n'entendent pas, Dieu va leur parler lui-même. En tout cas, ne lâche pas. Ta fille est sur un très mauvais chemin. Si elle-même, déjà, tu dis, tu es consciente que ta fille fait des fétiches, déjà elle-même, avant que son monsieur l'initie. Tu es consciente parce que tu la vois, c'est ton enfant, tu la connais. En tout cas, dire que tu vas lui dire la vérité, moi, je ne sais pas. Avec toutes les conséquences qui peuvent venir derrière, tu es quand même une personne, un être humain. Tu es une grande sœur, comme tu dis. Tu es une femme respectée dans la famille. Tu tiens aussi à ta réputation. Tu n'as pas envie de salir ta réputation en parlant comme ça à ta fille. Moi, je ne peux pas commenter sur ça, personnellement. C'est une décision qui doit venir de toi. Ou alors, on va se fier aux conseils qui vont être donnés ici chez Kabibi Show. Parce qu'on a des sœurs, on a des femmes, on a des grandes sœurs, on a des mamans, on a des parents, des personnes responsables et des jeunes qui ont eu un parcours, qui vont t'écrire leurs pensées, qui vont se mettre à ta place et qui vont se mettre à la place de ta fille parce qu'elle est victime d'une vie qu'elle n'a pas choisie. C'est un enfant qui a été vendu sans son consentement. Elle est en train de subir peut-être les pactes que toi tu avais faits. Elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas. Toi, tu vois seulement, elle est têtue, déterminée dans sa vie. Mais c'est la vente peut-être que toi, tu avais faite qui continue à agir sur elle. Donc, on doit se mettre aussi à sa place pour essayer de te donner un conseil pour que tu la libères, pour que tu la sauves. Peut-être par ces paroles-là qui sont vérités que tu peux aussi lui dire. En tout cas, Maman Hortense, vraiment, merci pour cette confiance. Je sais que tu seras conseillée ici. Je sais que tu seras conseillé, que Dieu te donne la paix, que ça ne te décourage pas, que tu ne lâches pas en te disant que tes prières n'arrivent pas ou que Dieu ne t'écoute pas. Notre Seigneur est merveilleux. Quand il pardonne, il pardonne. Si toi-même, tu vois que tu as laissé cette vie de fétiche-là, aujourd'hui tu pries, tu t'en sors en Belgique, c'est que Dieu a tourné la page sur ton histoire. Tu es une nouvelle créature, tu es une nouvelle personne, tu es renouvelée. Ça veut dire que Dieu t'entend. Sinon, tu allais avoir une vie de misère toi-même. Mais tu as une bonne vie, tu es stable. En tout cas, continue dans cette voie-là. Il n'y a pas d'échec parce qu'il n'y a pas d'impossible en Dieu. Vraiment, moi, je vais m'arrêter là. Je vous remercie, vous tous, d'avoir suivi cette vidéo. Restez branchés et connectés chez Kabibi Show. N'hésitez pas à commenter, encourager et à partager les vidéos. Likez, en tout cas, en chaleur. Je vous embrasse tous en vous disant à très, très vite pour un autre show chez Kabibi Show. Bye.